Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Nous allons maintenant aux États-Unis pour vous parler de l'investiture de Donald Trump. Donald Trump sera donc investi comme 45e président des États-Unis le 20 janvier. Ça sera donc la semaine prochaine. Mais alors qu'il ne reste plus que quelques jours avant ce grand événement, le chemin vers la Maison-Blanche semble pourtant très long et très loin. Relations avec la Russie, conflits d'intérêts, nouvelles polémiques à propos de la construction du mur avec le Mexique. Ce sont entre autres des sujets qui occupent Donald Trump ces derniers jours et surtout qui pèsent encore quelques jours avant l'investiture. Pour parler de ce sujet, j'ai avec moi nos spécialistes. Tout d'abord, notre chroniqueur spécialisé en politique internationale, James André, bonjour. Merci d'être avec nous. Et une spécialiste de la Russie, cette fois-ci, Elena Gabrielian, bonjour, qui nous vient donc de RFI. Je commence avec vous, James. Donald Trump sera donc investi le 20 janvier. Comment est-ce qu'on peut décrire ces derniers jours entre le moment où il a été élu, où il reste donc aujourd'hui président élu, et ce moment où il sera investi ? Écoutez, je crois que extrêmement chaotique pour être la meilleure présentation du phénomène. C'est-à-dire qu'on a quoi finalement ? On a maintenant... Je ne sais pas par où commencer. Il y a eu tellement de choses. Tellement de gros dossiers. Il y a eu effectivement la formation de son cabinet. Si on reprend à partir de l'élection, où en réalité, les observateurs se sont un peu rendus compte que finalement, il n'avait pas réellement de cabinet de près. Alors, il faut savoir que c'est plus de 1000 personnes qu'il faut nommer. Donc, c'est quand même énormément de travail parce qu'on a parlé des têtes de liste, mais il y a aussi toutes ces autres personnalités qu'il faut... placé à la tête de différentes agences. Ça, c'est sans doute pas forcément fait d'ailleurs, mais avec cette crainte des démocrates que ça puisse être « the cabinet from hell », comme ils l'appelaient, le cabinet venu de l'enfer. Et c'est vrai qu'il y a des choses tout à fait surprenantes, comme par exemple, on peut noter, dans les premières nominations, il y a eu Steve Bannon, donc le fameux patron de Breitbart News, qui va donc être Chief Strategist. Donc, c'est lui qui va murmurer vraiment à l'oreille de Donald Trump en permanence. Et c'est un personnage qui a beaucoup pesé sur la campagne, qui a créé donc ce site qui s'appelle Breitbart News, qui est considéré comme la plateforme de l'alt-right, qui a des positions très tranchées et très à droite. Il y a eu beaucoup de nominations, on ne va pas non plus toutes les faire. Mais, on va reparler d'ailleurs du cabinet un peu plus tard, effectivement. Mais il y a ça, il y a eu les rapports avec la Russie. Il y a eu pas mal de dossiers. Exactement, c'est ça. Il y a eu énormément de dossiers. Il y a eu le rapport, donc il y a eu ce fameux rapport qui est sorti il y a quelques jours, donc des renseignements. Il y a donc la bagarre entre Donald Trump, donc le nouveau président des États-Unis, et ses propres agences de renseignement au sujet de l'implication de la Russie dans l'élection, dans le processus d'élection. Il y a eu énormément de choses. Donc on peut dire qu'effectivement on arrive avec quelque chose d'assez chaotique. Et puis il y a des petites choses qui sont de l'ordre du détail. Par exemple, le fait que très peu d'artistes ont accepté d'être présents à l'investiture et d'effectivement prendre part à cette investiture. Et on peut noter par exemple le phénomène des Rockettes. Ce sont des danseuses très connues aux États-Unis, dont certaines ont dit qu'elles ne souhaitaient pas danser. Il y a plusieurs artistes en fait qui ont refusé d'être là le 20. Exactement. Et donc ça constitue aussi une première, parce que normalement il est considéré, même si on n'est pas du même bord politique que le président élu, c'est considéré comme un honneur que d'avoir l'opportunité d'être présent à l'investiture et de participer. Et là en l'occurrence, on est dans une situation un peu différente. Elena, James vient d'en parler. Parmi les gros dossiers dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est bien évidemment les relations de Donald Trump avec la Russie. Il en a aussi parlé, il a été question donc, lors de sa première conférence de presse, puisqu'il y a eu ce fameux rapport des renseignements qui en dit que, en gros, pour schématiser, c'est Moscou a de gros et lourds dossiers qu'elle tient contre Donald Trump et qui pourraient faire qu'elle puisse faire pression sur lui. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai ? En tout cas, qu'est-ce qu'on en sait ? En tout cas, évidemment, quand on parle de cette pression, on pense avant tout à ces révélations faites par la presse américaine, comme selon lesquelles le Kremlin détiendrait des informations compromettantes Donald Trump à caractère financier et personnel. Et selon CNN, Donald Trump, ce dossier a été remis également au président élu. Pour l'instant, il faut souligner que ce sont des informations non vérifiées et peut-être les enquêteurs pourraient se pencher sur le dossier où les journalistes, ils ont quand même des moyens limités. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de Donald Trump. Il dit que la Russie n'a pas exercé une pression sur lui. Mais je veux dire que c'est quand même des déclarations assez habituelles. Ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump, pour la première fois pendant la conférence de presse, a dit que la Russie était derrière ces cyberattaques.
C'est la première fois, depuis qu'il a été élu, il a toujours nié ce que les services secrets appellent comme ingérence. Et puis, un autre moyen de pression que la Russie a plutôt gardé en réserve, c'est cette histoire des 35 diplomates russes qui ont été expulsés par Barack Obama fin décembre. Et il faut rappeler que la Russie n'a toujours pas donné une réponse diplomatique. Ils avaient dit au début qu'ils allaient expulser le même nombre, puis finalement, Moscou a dit on ne va pas s'abaisser à ce niveau-là. Et puis on va pas faire le ministère des Affaires étrangères qui avait proposé une liste, et Vladimir Poutine qui dit finalement on ne va pas utiliser ces mêmes méthodes. Ce qui montre que Vladimir Poutine, il joue un petit peu son jeu d'échecs et veut tester si cette ouverture déclarée par Donald Trump va être assumée par lui ou pas à travers de ses actes. Comment est-ce que c'est vu depuis Moscou, toute cette histoire de fuite et de renseignements et de pression, etc. Alors on sait que le Kremlin, bien évidemment, avait démenti, mais comment est-ce que c'est suivi depuis Moscou? Écoutez, si en Occident on parle vraiment de la pression, éventuelle pression exercée par la Russie, en Russie on dit que tout relève des mythes et finalement Donald Trump, lui, il subit la pression au sein de son propre parti politique. C'est vrai. On parle plutôt de cette pression-là et les Russes, ils disent que des moyens pour faire face à cette pression, c'est par exemple envoyer son conseiller Christophe Page à Moscou en décembre. Donc les Russes plutôt saluent ce genre de geste. Et puis la Russie aujourd'hui attend un vrai restart des relations, pas de type à l'époque de Barack Obama avec Dimitri Medvedev au pouvoir, mais un vrai redémarrage avec, si je peux dire, formatage de ce disque dur, parce que ces déclarations sur le référendum légal sur la Crimée ou éventuelle suppression des sanctions, laisse croire que peut-être Trump et Poutine pourraient changer et arriver à ce peut-être partage de pouvoir d'influence. Mais il ne faut pas oublier que Donald Trump, c'est quand même une personnalité assez controversée. Il y a des élections déclarations assez populistes et peut-être il y aurait des surprises bonnes ou mauvaises. Oui, parce qu'il a déjà démontré qu'il pouvait changer d'avis par moment. Alors Trump, vous le disiez tout à l'heure, James a commencé à constituer un peu ces dernières semaines son équipe. Qu'est-ce qu'on peut dire des têtes de liste un peu de ce cabinet, de cette administration Trump? Alors, j'ai envie de les séparer en deux catégories. Il y a d'une part, on va dire, ce personnel qui est rattaché directement à la Maison-Blanche. Donc, on a parlé de Steve Bannon tout à l'heure, mais on peut parler également de Reince Priebus, on peut parler de Michael Flynn. Michael Flynn, c'est cet ancien militaire qui était à la tête du renseignement du Pentagone, qui a été débarqué par Barack Obama parce qu'il était conspirationniste, etc. Et bien, lui aussi a obtenu un poste très, très important. Il est National Security Advisor, donc là aussi très proche de Donald Trump. Là, on est sur des personnalités qui sont des soutiens de Donald Trump historiques, mais qui ont des passés, on va dire, un peu sulfureux et qui n'auraient sans doute pas passé le test du Congrès, puisque le Congrès doit approuver un certain nombre de ces nominations. Par ailleurs, on a tous ceux qui vont être secrétaires d'État. Alors, secrétaire d'État, c'est ministre. C'est ministre, pour chez nous. Voilà. Donc, on a le Secretary of State, donc le secrétaire d'État. Il s'agit de Rex Tillerson, qui a donc passé ses auditions hier. Lui, c'est l'ancien patron d'ExxonMobil. On a également James Mattis, général à la retraite. Là, lui, il a une barrière supplémentaire parce qu'il a pris sa retraite de l'armée il y a seulement 7 ans. Normalement, il faut 10 ans avant de pouvoir rentrer dans une administration. Lui serait secrétaire à la Défense. Mike Pompeo, qui va potentiellement être le nouveau patron de la CIA, s'il est effectivement confirmé. Ça, ce sont des personnalités qui ont quand même, on va dire, qui sont peut-être plus modérés, mais en tout cas qui sont des choix étonnants. Par exemple, Rex Tillerson, c'est un pétrolier à la tête de la diplomatie américaine. C'est étonnant. C'est aussi un proche de Vladimir Poutine. Les deux hommes se connaissent très bien. Mais dans le même temps, ceux-là viennent de participer à ces auditions. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils disent pratiquement l'inverse de ce que dit leur patron. D'accord. C'est-à-dire que ce qu'on a pu voir durant ces auditions, c'est que aussi bien James Mattis, qui a tout simplement dit voilà, la plus grosse menace qui pèse sur les États-Unis, c'est la Russie, puisque l'objectif de Vladimir Poutine est de détruire l'OTAN. C'est quand même une déclaration extrêmement forte et qui va complètement à l'encontre de ce qu'a pu dire Trump durant la campagne. Justement, parce qu'on a beaucoup parlé un peu des profils de ces gens qui sont dans l'administration Trump et dont on disait que beaucoup étaient proches de la Russie. C'est de l'ordre du fantasme? J'ai l'impression qu'on en a tellement parlé de russophilie ou de poutinophilie de Trump et de son équipe qu'aujourd'hui, ils vont tous essayer de prouver bien le contraire. C'est le cas de Tillerson, puisque il est quand même, comme Jace a dit, très proche de Vladimir Poutine. Il a signé des contrats avec Rosneft. Il a été décoré par Vladimir Poutine en personne. Et il était contre les sanctions, d'ailleurs, qui le touchaient directement. Et aujourd'hui, on a quand même entendu de la part de ce candidat des propos qui étaient assez surprenants. C'est-à-dire que la Crimée, l'annexion était illégale. Il fallait même donner des armes de défense à l'Ukraine. On voit très bien que... On change un peu de...
On ne sait pas si c'est vraiment une posture diplomatique ou vraiment une prise de conscience après ces révélations. Mais on sait aussi que Donald Trump, il n'est pas seul, à la différence de Vladimir Poutine, qui est depuis 15 ans au pouvoir et qui est le maître de Kremlin et qui a ce vertical de pouvoir. Donald Trump, là, ça va être un peu plus partagé. Mais oui, c'est obligé. Il a besoin de toute manière de toutes ces équipes. Pour finir, un mot sur toujours, je reviens à cette conférence de presse où il a beaucoup parlé de la Trump Organization. Donc là, c'est sa fameuse grande entreprise. Il a parlé de beaucoup de choses faites pour éloigner les soupçons de conflit d'intérêts. Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète les Américains aujourd'hui ? Alors écoutez, ça inquiète une partie des Américains très clairement. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'experts qui ont dit que ce qui est mis en place ne correspond pas à ce qui aurait dû être mis en place pour assurer donc cette séparation entre la Maison-Blanche et les affaires de Donald Trump. D'ailleurs, traditionnellement, ça s'appelle a blind trust, c'est-à-dire... c'est ce qu'on lui avait conseillé avec des gens indépendants qui n'ont rien à voir. Exactement. Mais il a choisi de donner à ses enfants. Alors, lui dit qu'effectivement, il a mis ça dans un blind trust, c'est donc un fonds aveugle, dont la direction est organisée par ses deux fils, Donald Jr. Et Eric. Donc le problème, c'est qu'il dit, voilà, nous ne parlerons pas business quand on se voit, mais en même temps, ils sont très très proches, la famille Trump rapprochée est très très proche. On ne voit pas comment il va ne pas pouvoir y avoir de conflit d'intérêts. Par ailleurs, la marque Trump est présente un peu partout dans le monde. Ils ont, certes, il n'y a rien en Russie, c'est vrai, a priori. Non pas que Trump n'ait pas essayé, d'ailleurs, de faire des affaires en Russie, mais en revanche, il a énormément d'actifs en Chine, en Turquie, dans d'autres pays, en Arabie Saoudite, où il a des affaires notamment avec la famille Ben Laden. Et tout cela, malgré tout, c'est quand même son nom. D'ailleurs, il y a un gros investisseur de Dubaï qui a dit, écoutez, c'est formidable qu'il soit élu, ça va faire encore croître la valeur de ce qui porte le nom Trump, ce qui donne bien une idée quand même, malgré tout, de cette difficulté à séparer le pouvoir de Donald Trump, président, de ses affaires de l'organisation Trump, qui porte son nom une fois de plus. Très bien, d'autant plus qu'il n'a pas démissionné, il s'en éloigne juste pendant son mandat. Merci beaucoup, James André, pour ces explications et merci à vous, Elena, d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir été aussi avec nous pour ce nouveau numéro de Demain à la Une 2017. Je vous retrouve avec le même plaisir la semaine prochaine à la même heure et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Très bon week-end à tous.